Bienvenue tout le monde. Bienvenue à tout le monde qui sont là, qui se trimballent sur la place. Vous le savez peut-être pas, mais en ce moment, vous êtes dans le festival Trace ton chemin. C'est un événement, une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi Annecy Bordeaux-Cartierville, qui est juste à côté ici, et qui est aussi soutenu par la Ville de Montréal. C'est un événement qui existe pour la première fois, qui se passe depuis jeudi. Donc, c'est la dernière journée, la grande journée extérieure. C'est des activités pour aider, favoriser le passage à l'action. On crée des événements, des activités pour aider le public, les gens, les jeunes, dans leur parcours de vie, dans ce qu'ils veulent faire plus tard. Et on a des conférenciers, des gens comme hier et avant-hier, on a eu des conférences au Carrefour Jeunesse. La première, c'était comment tracer son chemin. Et là, on avait des personnes qui venaient, des entrepreneurs qui venaient nous parler pourquoi ils ont commencé à faire ce qu'ils font. Et puis, on se rend compte que tracer son chemin, ça part principalement de la passion. Et ensuite, l'entrepreneuriat vient par lui-même. Donc, au fur et à mesure qu'on s'investit dans sa passion, bien, on fait en sorte de devenir un spécialiste de sa passion, puis ça débouche sur plein d'autres affaires ensuite. Et la deuxième soirée, c'était comment apprivoiser l'échec. Et là, on avait d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui venaient nous parler un peu que le terme échec, c'est un terme... en fin de compte, aucun entrepreneur qui pense que l'échec, ça existe vraiment. L'échec, c'est un état... ça devient un état d'esprit, ça devient un sentiment, parce que tout échec est surtout un défi. Et ça se surmonte. Et c'est un problème qu'on trouve une solution. Et ça devient, en fin de compte, une étape dans l'apprentissage. Donc, l'échec n'existe pas vraiment. L'échec, c'est un passage obligé pour grandir, finalement. C'est toutes des affaires comme ça qu'on parle avec ce festival-là pour inspirer puis donner des outils aux gens pour les aider un petit peu à comprendre ce qu'ils vivent, puis que c'est pas terminé et qu'il y a d'autres choses, et comment y arriver à d'autres choses. On a un site Internet qui est trace-chemin.com, et sur ce site-là, là, on retrouvait les événements qu'on fait depuis 3 jours. Et là, après la journée d'aujourd'hui, on va retrouver toutes les conférences, tous les ateliers, les discussions qu'on a eues avec les entrepreneurs, tout le monde, qui vont se retrouver là en podcast, et qui vont se retrouver aussi les vidéos enregistrées des conversations qu'on a en ce moment. Donc, vous pouvez retrouver sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes de podcast, vous allez retrouver ces conversations-là. Comme ça, ce n'est pas perdu. Donc, en ce moment, vous nous entendez de loin, mais vous assistez à l'enregistrement de podcasts. Hein, vous ne le savez pas, mais c'est ça qui se passe présentement. Aujourd'hui, dans l'événement, il y a, il y avait le marché d'été qui est dans le fond là-bas. Et là, on s'est dit, on va le faire en même temps que le marché d'été, vu qu'il y a des gens qui viennent, puis il y a des entrepreneurs qui sont là, il y a des commerçants. On va faire une continuité à ce marché-là pour que ça ait du sens, s'associer, collaborer ensemble, et tout ça. Donc, si vous allez dans les petites tentes bleues, il y a des personnes avec qui vous pouvez parler qui vont vous expliquer un petit peu plus en profondeur c'est quoi l'événement Trace ton chemin. Ils vont pouvoir vous donner un petit dépliant qui explique un peu plus les activités, les affaires qui se passent, où vous pouvez retrouver ça, le contenu qu'on fait aujourd'hui. Puis, ils ont des ressources aussi. C'est pas juste comme des gens qui vont parler de l'événement, c'est que c'est aussi des gens qui aident les gens. Donc, ils vont vous demander qu'est-ce que tu as besoin d'accomplir aujourd'hui ou maintenant dans ta vie. Puis là, ils vous disent peut-être que tu cherches un emploi, mais regarde, on va t'aider là-dedans. Tu cherches à développer ton projet, regarde, on a peut-être quelqu'un d'autre aussi pour t'aider là-dedans. Il y a plein de gens là, sur le site en ce moment qui sont là pour vous, des ressources avec qui parler
peu importe, il y a des coachs, il y a il y a des intervenants, tout ça. Donc, juste où il y a le marché d'été aussi, il y a des kiosques. Allez les voir. Il y a plein de choses très intéressantes pour vous aider là-dedans. Donc, c'est ça. Donc, après le marché, il y a les kiosques, il y a les intervenants. Et là, on tombe dans le coin là, de la piste cyclable ici. On a les amis, le jeu du Tao, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est un jeu pour vous aider à trouver ou à trouver vos objectifs, vous trouvez des objectifs à atteindre et le jeu fait en sorte que les autres joueurs vont vous aider à atteindre vos objectifs et vous allez aider les autres joueurs à atteindre leurs objectifs. Fait que c'est un gros truc de collaboration qui est vraiment super intéressant. Ils font des petites. Habituellement, là, une partie du jeu du Tao, là, c'est 3-4 heures, mais là, on vous a fait des petites affaires là, de 45 minutes ou 15 minutes. Donc, vous pouvez aller les voir, aller leur parler, même si vous ne voulez pas jouer, au moins juste comme qu'est-ce qui se passe et c'est quoi exactement. Ça va leur faire un plaisir de pouvoir vous expliquer un petit peu c'est quoi ce jeu-là. C'est un jeu qui est disponible aussi à tous. Là. Vous pouvez regarder ça, mais je trouve que par rapport au thème Trace ton chemin, ça allait de soi que ces amis-là qui animent ces jeux-là, ils puissent être là pour pouvoir vous montrer ça. Ensuite, on a Audrey-Anne qui est en train de faire une toile juste ici. Et elle vous invite à collaborer à sa toile. Donc, elle a un concept initial, mais le but, c'est que tout le monde puisse donner un petit peu sa trace là-dedans. Tu sais. Alors, parce que, bon, dans Tracer son chemin, dans l'entrepreneuriat, il y a quelques concepts, là, pour moi, là, pour le développement personnel ou dans l'entrepreneuriat, il y a 3 ou 4 bases, selon moi. Il y a la communication, il y a la créativité, il y a le respect, puis... j'ai oublié l'autre. J'ai oublié l'autre que je voulais mentionner. La collaboration. Alors, à partir de là, toutes les activités qu'on fait ici viennent un peu ajouter de tout ça dans le parcours. Donc, la créativité, de ne pas être gêné, de mettre votre patte là-dessus, puis collaborer à cette toile-là. Le jeu du Tao pour collaborer avec les autres, trouver une façon de se surpasser ou d'aider les autres à se surpasser. Puis ensuite, on a les kiosques d'information pour la communication, pour parler avec eux autres, pour faire un premier pas dans tout ça. À travers tout ça, je pense qu'on donne des bons outils, puis on peut aider le monde à cogiter un peu là-dessus. Donc, bon, on a pris un peu de retard. Là. On avait des conférences qui devaient se passer un peu plus tôt cet avant-midi. Les prochaines conférences qui s'en viennent, et là, je vais juste regarder, voir l'heure. Fait que vers 3 heures, on va avoir l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi l'économie circulaire? C'est l'art de prendre les déchets des uns et d'en faire son modèle d'affaires. Donc, c'est de ne pas avoir de pertes dans la production, dans des choses comme ça. Donc, par exemple, on va avoir 2 personnes avec qui on va parler. Il y a Anne-Marie Laflamme, qui est designer chez Atelier B, qui est une compagnie de design de mode montréalaise. Et eux, ils reprennent leur retail de vêtements et ils refont des nouveaux trucs avec. Il n'y a pas de perte dans les vêtements qu'ils font. Tous les matériaux sont réutilisés pour faire d'autres choses. Donc, ils n'ont pas de déchets, finalement. C'est 0 déchet. Ils essaient de travailler de cette façon-là. Il y a aussi Lisiane Maheu-Roy, qui a une entreprise qui s'appelle Blanc de Gris. Et là, eux, ils font des champignons, ils font des pleurotes. À Montréal, ils réutilisent les drèches de microbrasserie et d'autres déchets comme ça d'entreprises. Et ils reprennent ça pour pouvoir alimenter leurs champignons. Puis là, ils font des champignons excellents qu'ils vendent dans les restos à Montréal. Donc, eux autres aussi, ils réutilisent les déchets des uns pour pouvoir faire des produits de qualité. Donc, on va parler un peu du concept de l'économie circulaire avec eux. Ensuite, on a une autre, là, ça va être à
4 heures. À 4 heures, on va avoir une table de discussion qui est transmettre la culture transmettre sa culture par l'entrepreneuriat. Donc là, c'est des deux entreprises d'ici. Il y a le Centre Toussaint. Donc, Slide Toussaint qui va être là, qui donne des cours de créole, qui donne des cours de danse. Elle veut vraiment partager sa culture haïtienne avec tout le monde. Puis c'est une ambassadrice formidable dans tout ce qu'elle fait. Et on a Penda Touré qui est sénégalaise et qui ramène des œuvres du Sénégal pour montrer ici. Elle utilise aussi là, je ne suis pas trop sûr de ce que j'avance, mais des courges qui refont des instruments avec les courges. Alors là, elle va m'expliquer un petit peu plus c'est quoi exactement. Mais donc, elle a fait la promotion à travers son entreprise de la culture sénégalaise. Puis là, on va parler un petit peu de tout ça. Pourquoi ils font, comment ils le font et les valeurs derrière ça. Ensuite, on a à 5 heures, on va avoir Alex Bastide, qui est un vieux punk qui a commencé sur la rue Mélone, juste à côté ici. Il y avait un skate shop, il y avait un magasin de musique. Il vendait des cassettes de punk, puis il y avait la petite salle de spectacle. Puis dans la salle de spectacle, il y avait une rampe de skate. Et puis, c'était le Underworld, ça s'appelait. Ça fait un bout de ça, puis ça a grandi beaucoup. Il a ouvert d'autres succursales. C'est devenu vraiment une entité qu'il ne fallait pas manquer quand tu étais un fan de musique. Puis il s'est développé beaucoup dans le skateboard, puis tout ça. À un moment donné, il va raconter un peu son parcours. Il est allé ailleurs, et là, il a ouvert les restaurants Le Gros Luxe. Il a commencé, lui, parce que c'est un végétarien depuis toujours. Et là, Le Gros Luxe, c'était d'offrir un genre de bistrot végétarien, tout ça. Il en a ouvert un, je pense, sur le plateau. Et là, après ça, il s'est fait acheter, ou il y a eu un partenariat qui s'est passé. Il a développé une franchise avec ça, mais là, le reste des franchises ne sont pas végétariennes. Mais on va parler un peu de la base des choses avec lui. Fait que c'est un entrepreneur de l'arrondissement ici qui est parti dans Annecy, qui a eu un succès assez impressionnant. Il a sorti un livre l'année dernière sur son histoire, sur l'histoire du Underworld, qui est vraiment super intéressante, avec des archives, des photos, des affiches de spectacles, des choses comme ça. Et ensuite, ça va être l'artiste, ça va être Omayela, qui va venir faire une perfo ici pour fermer, un peu clôturer l'événement. On va faire une petite entrevue avec lui parce que c'est aussi un artiste de Annecy, puis qui aime beaucoup son arrondissement. Il aime beaucoup le partager, à quel point il a grandi ici, il est allé à l'école Sophie Barra à côté, et puis il va vouloir, en tout cas, il va pouvoir partager ça, puis il fait de l'excellente musique, donc ça, c'est super intéressant. Puis voilà, ça va, je pense que je viens de passer à travers la programmation de cet après-midi. Après ça, moi, je ne me suis pas présenté, mais moi, c'est Nelson Roberge et je suis coéditeur du magazine Baron Mag. C'est un magazine où on parle d'entrepreneuriat. Ça va faire 12 ans que le magazine existe. On parle d'entrepreneuriat, on focus un peu plus sur l'agroalimentaire, sur le terroir. Donc, on est depuis assez longtemps, moi puis mon associé, on travaille ensemble. Ça va faire 25 ans qu'on fait des projets ensemble. On sort des magazines, on fait de l'événement, on essaie de promouvoir les gens d'ici. Avant ça, on était plus dans la musique, dans la culture. On a sorti des magazines dans les années début 2000, puis même, je pense que les premiers projets qu'on a faits, c'était en 95, 96. Ça fait longtemps, donc on est vraiment impliqué beaucoup dans la créativité, dans l'entrepreneuriat, puis on fait encore ce qu'on aime aujourd'hui. Donc, quand la gang du Carrefour Jeunesse, ils sont venus me voir, ils m'ont dit on aurait besoin de quelqu'un pour organiser un événement. Et là, moi, ça m'a excité tout de suite de dire comme oui, oui, c'est exactement ça, c'est de pouvoir aider le monde dans l'entrepreneuriat à savoir comment ça se passe, les choses, c'est quoi, comment gérer ça, comment animer un peu, les inspirer, leur donner des outils. C'est exactement ce qu'on fait déjà avec l'entreprise, avec ce qu'on fait avec le magazine.
Donc, je pense que c'est ce qui se passe. Là, ça va clôturer tout ça. Et j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres éditions éventuellement. Je ne sais pas si tout le monde dans le coin ici sont des gens qui aiment entreprendre des projets. Je ne sais pas c'est qu'est-ce qui vous anime comme valeur quand vous faites des projets ou quand vous faites des choses. Est-ce que ce soit la musique, que ce soit le dessin. Souvent, on parle de culture, ça peut être des affaires un peu plus techniques qui nous amènent finalement à aller ailleurs, parce que euh, en développant tes passions, bon, il faut que tu rencontres d'autres gens, il faut que tu développes un petit peu, tu vas à la recherche un petit peu plus de tes passions, tu grattes un petit peu, tu vas voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ou comment que les autres font ou tout ça. Puis plus que tu t'informes, plus que tu développes ça, bien, ça te crée des outils, ça te développe différents aspects que tu n'aurais pas pensé. Au-delà de la passion, au-delà d'être connaisseur de, je sais pas, de dessin, bien, tu développes ta technique. Au-delà de développer ta technique, tu connais d'autres personnes de l'industrie dans le dessin. Au-delà de connaître d'autres personnes de l'industrie dans le dessin, bien là, tu te fais un nom, tu te fais connaître, blablabla. Mais là, tu développes tes capacités de collaboration, tes capacités de communication. Après ça, tu deals avec des gens. La collaboration, la communication, c'est pas facile au début. C'est jamais facile dans la vie en général. Je pense que c'est l'affaire la plus tough au monde, les communications. Fait que c'est un apprentissage constant, mais de t'intéresser à quelque chose, puis de développer, puis de le faire, bien, ça peut juste aller mieux. Fait qu'il faut juste persister. Dans les conférences qu'on a faites hier, puis avant-hier, même s'il y en a un où on parlait de l'échec, puis un où on parlait de comment tracer son chemin, bien, les deux revenaient. On aurait pu appeler ça, avoir un seul nom, c'est comment faire des projets, puis on aurait parlé de la même affaire dans les deux conférences. On était dans le comment tracer son chemin, puis le monde parlait de l'échec. Il disait il faut persister dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu as fait un projet ou que tu as eu un échec que tu n'en auras plus, ou ça ne veut pas dire que tu te pars un projet que tu n'auras jamais d'échec. Parce que quelqu'un qui dit moi, je veux devenir entrepreneur, je veux faire de l'argent, blablabla, tu n'es peut-être pas sur les bonnes valeurs dès le départ. Est-ce que les valeurs seraient plutôt qu'est-ce qui te fait triper dans la vie? Si en ce moment, tu as un job que tu n'aimes pas et que ça ne te tente pas de te lever le matin pour y aller, ben, tu es mal parti. Mais c'est normal, parce que je pense que tout le monde en a eu ça. Puis tout le monde, on l'a encore des fois. On n'a pas le goût de se lever pour des choses, mais quand tu as quelque chose que tu te lèves pour faire et que ça ne te dérange pas de te lever pour le faire, ben là, tu te sens, OK, ben, je vais creuser un petit peu plus là-dessus. Peut-être ça va me permettre, je ne sais pas, moi, de découvrir d'autres choses. Moi, moi, je faisais moi, je faisais de la musique. J'avais un band, j'ai fait un magazine, j'avais 16 ans. Je faisais la production de spectacles, je tournais, j'étais beaucoup impliqué là-dedans. Mais toute cette... je prenais le monde autour de moi, mais les amis de mon band, ben, il y en a qui écrivaient dans mon magazine, qui participaient aux productions de spectacle. Ben, mon drummer, ben, il partait avec son char, puis il allait mettre des affiches près des écoles. Après ça, l'autre, il faisait d'autres choses. Il s'occupait de faire la merch. On créait un projet, puis on le savait pas, là, mais on s'entreprenait, on créait des affaires. Mais tous ces gens-là, ça leur a aidé. Mon bassiste, ben, il est rendu en colo, et il fait du cinéma. Mais tout le parcours technique, puis de faire des spectacles, ben, ça lui a donné des outils pour devenir un expert plus tard, mais dans complètement autre chose. Mais ça lui a donné quand même des outils pour développer une expertise. J'en ai un autre, un ami qui a développé d'autres affaires, qui est allé ailleurs, mais il est complètement dans un autre champ. Mais tous les projets qu'il s'est investi parce que ça le passionnait au début, bien, ça lui a donné les outils pour communiquer, pour travailler avec des clients, par exemple. On ne travaillait pas avec des clients, mais à la force de travailler avec des shows, avec des spectacles, avec un producteur, avec une salle de spectacle, bon, tu commences à comprendre les rouages de la communication. Mais ça a été super utile après quand il a commencé à travailler en vente ou dans d'autres projets. Et il savait que si tu n'es pas clair, si toi-même tu ne te comprends pas, ben, les autres ne vont pas te comprendre. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut de la base. Quand on dit comment tracer son chemin,
Je pense que il y a de développer ses passions, parfois, il y a de mettre l'ego de côté, parce que souvent, on pense qu'on est blindé, qu'on est capable de tout, ou qu'on n'est pas capable d'accepter qu'on va avoir une erreur ou qu'on a fait une erreur, puis là, c'est la fin du monde. Mais pourtant c'est une chance que tu as une erreur. Tu sais. Maintenant, hier, dans la conférence sur les échecs, il y a même des compagnies que pour engager quelqu'un, ils demandent, OK, je veux voir ton CV. Ah oui, OK, tu as fait tout ça. OK. Est-ce que tu t'es planté? Ben, non, je ne me suis jamais planté. Non, désolé. Tu sais, on ne t'engage pas. Il faut au moins que tu aies eu 2, 3 échecs là, dans ta vie. Puis là, tu vas avoir grandi. Tu sais. Fait que, tu sais, avant ça, c'est encore maintenant aujourd'hui, mais tu sais, les échecs ou de paraître. De paraître faible, ou c'est ça qu'on pense quand on dit ah oui, moi je fais ça, ou en communication, ou même en marketing, ou tout ça, là, c'est la productivité, c'est d'avoir l'air top, c'est parce que là, tu gères un client, puis là, le client, ben, il veut être en bonne main, puis blablabla, puis... Fait que si tu montres que tu as des faiblesses, hey, tabarouette, c'est pas super cool, tu sais. Par contre, tu peux avoir eu des faiblesses, puis avoir grandi de ça, puis maintenant... euh, être ailleurs, mais aussi les entreprises l'assument un peu plus. C'est quand ils engagent des gens, c'est pas tout le monde, là. Je dis ça, là, c'est des cas, il n'y a pas beaucoup de cas d'entreprises qui voient ça de cette façon-là encore. Mais avec la pandémie qu'il y a eu, avec tout ça, tout le monde a eu un gros down, puis tout le monde est plus ouvert au fait que ben, ça se peut que ça n'a pas été bien. Tu es un humain. T'sais. Ah, t'es un humain, ben oui, c'est vrai. T'es pas un robot. Excellent, ça. Fait qu'à ce moment-là, oui, tu sais, de savoir que la personne a eu des échecs ou a eu elle a surmonté ses échecs. Parce que si elle a eu un échec, puis tu te rends compte qu'elle tourne encore dans son truc, bien là, elle est encore dans son échec. C'est bon En fait, des échecs ou des downs, c'est fait pour être remonté. Et à ce moment-là, c'est parce que quand tu remontes, c'est là que tu as appris. Fait que, ça peut prendre du temps, c'est pas le même temps pour tout le monde, mais c'est les choses comme ça qui se passent. Je dis n'importe quoi, là, je parle de même. Là. Il est 2h30, il faut me laisser aller comme ça des fois. Qu'est-ce qu'on avait parlé aussi? On avait eu des entrevues intéressantes hier puis avant-hier. Hier, ben, je vais vous parler de ces gens-là qui étaient vraiment intéressants. J'essaie de repenser à comment tracer son chemin. On avait parlé avec Madeleine Savard, les tricoteuses du quartier, sur Fleury, ici, une entreprise. Elle, c'est drôle parce que moi, je racontais, OK, comment tracer son chemin. Tu te concentres sur ta passion depuis le début, blablabla, nanana, puis là, tu vois où tu t'en vas. Mais elle était ailleurs, était un peu plus dans le nord, puis là, elle a eu un gros accident de voiture, elle pouvait plus rien faire, tout ça. Là, son mari avec elle, ils ont décidé de déménager à Montréal. Là, il ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait faire, puis elle s'emmerdait un petit peu. Puis là, il y avait une amie à elle qui donnait des cours de tricot. Fait qu'elle a commencé à dire, je vais suivre des cours de tricot. Ça va me passer, ça va m'aider, l'arthrite, ça va m'aider, tu sais, toutes ces affaires-là. Puis, elle a commencé, puis elle est devenue super amie avec cette femme-là. Elle a commencé à travailler pour sa business. Elle a commencé à être comme une partenaire d'affaires avec elle, tellement que c'était le fun, puis ça allait tellement bien. Et puis là, ben, cette femme-là, elle a appris qu'elle a eu le cancer, et puis elle est morte, elle est décédée, on va dire ça, je m'excuse. Elle est décédée dans les semaines qui ont suivi. Et là, Madeleine est restée là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis son ami lui avait dit, si je meurs, tu reprends ma business ou sinon tu fermes. Parce qu'il y a juste toi qui sait, qui a le volet communautaire à travers. Parce que les tricoteuses du quartier, ça a un aspect très communautaire à travers ça. Elle veut vraiment s'investir dans sa communauté autour d'elle, puis tout ça. Fait que tu as les mêmes valeurs que moi. Fait que s'il te plaît, si tu veux pas reprendre ça, si ça t'intéresse pas, tu fermes l'affaire. Sinon, achète la business.
Fait qu'elle a dit, OK, ben, OK, je vais l'acheter, tu sais. Fait que pour elle, elle n'a pas tracé son chemin pantoute. Elle est juste arrivée là, puis elle savait pas, puis blablabla, puis bam, elle a eu cette entreprise-là, et là, ça va très, très bien, là. La famille embarque, sa fille qui travaillait un petit peu avec elle est partie aller travailler ailleurs, mais là, il est revenu, puis là, développe le côté en teinture. Elle a vraiment comme développé sa passion avec elle, avec l'entreprise du tricot, mais pas dans le tricot, mais dans la teinture. Puis là, ils ont développé leur modèle d'affaires autour de ça, puis là, ça va super bien. Vous irez les voir, ils nous parlaient qu'ils faisaient des soirées très populaires qui étaient les ciné-tricots. Donc, tu t'en vas là, il y a un film, puis là, tout le monde tricote, et c'est plaisant. Mais, fait que, histoire de Madeleine Savard, super intéressante, les tricoteuses du quartier. Ensuite, on avait parlé avec... c'était André Hamilton. André Hamilton, c'est une connaissance qui est un formateur en communication, qui fait des conférences en communication. C'est un scénariste de télé, puis de cinéma, puis il a commencé très, très jeune à faire des vidéoclips. Il est rentré un peu dans la machine, puis tout ça. Et lui, ben, il était là pour nous parler de oser parler devant le monde, oser se mettre comme ce que je fais là avec vous, là, c'est d'oser de vous affirmer finalement, parce que souvent, ben, on n'ose pas, on ne veut pas déranger, blablabla, mais quand tu commences à faire le pas en avant, puis commencer à parler, puis commencer à t'affirmer, ben, c'est là que les choses changent. Les choses changent. Hey, je vais faire un peu de vocabulaire. Les choses changent. Fait que notre discussion avec lui portait beaucoup, beaucoup autour de ça. De se donner un petit coup de pied dans le cul des fois, essayer de sortir de notre zone de confort parce que vous allez voir que ça a tout son impact après coup. T'sais. Ensuite, on avait Alex Sereno, qui est une vieille connaissance aussi, c'est un coach sportif qui entraîne des athlètes pour la natation puis le triathlon. Il a réussi à envoyer aux Olympiques l'année dernière une fille en natation, puis tout ça, puis il était bien fier de ça. Puis il y a une entreprise de café, de torréfaction de café, qui est Café Barista. Puis il est situé dans Annecy aussi. Et là, lui, c'était intéressant aussi parce que lui, dès le départ, ben, lui, c'est le sport, c'est la natation, c'était son sport de prédilection. Puis il a développé un petit peu là-dedans, puis il a tout le temps été un petit peu entrepreneur. Puis il racontait finalement, tu sais, que ce qui est le plus important, c'est pas nécessairement la finalité ou le projet où tu es rendu, c'est le parcours qui est arrivé à ça. Tu peux avoir un parcours sinueux, tu peux développer de quoi, tu peux commencer en culture, puis après ça, être en vente, puis être en administration, puis tout ça. Tu peux décider de partir en voyage, puis blablabla. En fin de compte, ce qui arrive, c'est que quand tu commences à passer à l'action, à faire des choses, puis à t'entreprendre, ce qui arrive en bout de ligne, c'est tout l'apprentissage que tu fais pour tes connaissances personnelles, puis pour un petit peu la suite. T'sais. Moi je parlerai de ça là, avec mon collègue Léo. Là, toutes les affaires qu'on a fait depuis qu'on est jeune. Moi, c'est depuis que j'ai 14-15 ans que je fais des projets, que je fais des affaires. J'en ai fait. Là. J'ai organisé, je sais pas moi, 300 spectacles, 300 concerts. J'ai réalisé environ 1000 vidéos, des entrevues, des choses comme ça. Je me promène un peu partout. J'ai fait des magazines, plusieurs magazines. Je fais des conférences, je fais des affaires, mais juste dans l'optique parce que c'est des choses que j'aime faire. Puis un des trucs que moi et mon collègue, on s'est dit, on fait ce qu'on aime. On n'a pas vraiment à chialer. Là, on a réussi avec le temps à s'établir une base. Maintenant, on peut développer un peu, innover un petit peu dans ce qu'on fait. On n'est plus obligé d'avoir des jobs plates. Je veux dire, on a réussi à s'établir à un moment donné, à se dire comme, hey, on peut développer ça. Hey, quand il y en a un des deux qui est plus content ou qui va mal, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que tu as besoin? Fait que, c'est rare d'avoir un partnership comme ça, ce qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui nous envient. On a l'air d'un vieux couple, apparemment. Fait que ça, c'est quelque chose. Ah, ça vous fait rire. Ah oui, elle pense ça, que vous êtes un vieux couple.
Alex Sereno, c'était super intéressant. Il a une super entreprise, puis il continue à développer tout le temps. Il innove, il continue à développer ça, puis il s'intéresse beaucoup au café puis au sport, puis il a réussi finalement à merger les deux, le café puis le sport, puis ces choses-là. Fait que il s'est trouvé son point, son X à travers ça. Ensuite, hier, quand on parlait de l'échec. On a reçu Nathalie, qui est cofondatrice de les Fuck Up Nights Montréal. Les Fuck Up Nights, c'est des soirées. C'est un concept de soirée qui a commencé au Mexique. Où, ben là, elle nous racontait, parce qu'elle connaît les fondateurs, les idéateurs de ça, ben, ils buvaient leur mezcal parce qu'ils avaient chacun vécu un super échec. Ils pleuraient sûrement. Et tout d'un coup, ils se sont ouverts chacun à l'autre, puis ils ont parlé de leur échec. Puis là, ils se sont dit, ah, toi aussi, OK. Ben, wow, tu sais, ça nous a fait du bien d'en parler. Il a dit, ça me fait du bien de partager l'échec que j'ai eu. Ah ouais, moi aussi. Hey, on devrait faire ça plus souvent. T'sais. Fait que là, dans ce bar-là, ben, ils ont commencé à inviter du monde. Ils disaient, hey, qui. Pas vraiment officiellement, là, mais le monde a commencé à venir, puis le monde a commencé à partager leur échec. Et c'est devenu des soirées de discussion, finalement. Fait que là, bon, ce soir, à chaque mois, il y avait des invités différents. Et il parlait de l'échec qu'il y avait eu, et le monde sort de là léger et content de ne pas être les seuls à vivre ce genre de truc-là, parce qu'on se retrouve dans les histoires des autres aussi, dans un sens. Tu sais. Fait que, à ce moment-là, elle, il y avait le... Je me rappelle plus de quoi, c'était quoi le titre qu'elle me disait. Je pense que le Failure Institute, qui avait fait une étude qui, finalement, l'échec, c'est quoi? Ben, l'échec, c'est juste un sentiment. C'est pas quelque chose de réel. Tu sais, c'est juste le sentiment. On sent qu'on est en échec, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas d'échec. Tu sais, il y a juste un truc pour surmonter. Un peu comme je racontais tantôt. Tu sais. Ensuite, ben là, ça, c'était super intéressant. Ensuite, on a eu Kim B. Delan, qui est une designer. Là, elle nous a raconté son parcours, mais elle avait de la jasette, et là, elle a commencé à partir. Elle a créé, à un moment donné, des pierres à whisky. Mais c'est parti de loin, là, tu sais. Elle a tout le temps fait des bijoux, elle a fait des choses, ça marchait jamais. Elle allait la faire elle avait le goût de créer quelque chose, puis elle n'arrivait jamais à débloquer ou à comprendre. Puis elle se promenait, elle me disait, elle se promenait dans le coin de Sutton ou quelque chose comme ça, puis elle ramasse les cailloux. N'importe quel caillou, elle les ramasse parce qu'elle va peut-être trouver quelque chose de spécial, tu sais, puis tout ça. Et là, elle les fait analyser, et puis là, c'est des pierres pas précieuses, là, mais tu sais, c'est des pierres rares, tu sais. Fait que là, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, et là, quelqu'un lui dit, ben, tu sais, des pierres à whisky, tu sais. Ah, ah. Ben, les pierres à whisky, bonne question. Les pierres à whisky, c'est que les gens qui boivent du whisky, ben, on a tendance à mettre de la glace, disons. Et là, ça dilue le goût, ça dilue tout. Et donc, les pierres à whisky, tu les mets dans le congélateur tout le temps. Et quand tu mets ça, comme ça, tu gardes toutes les saveurs, puis tu gardes tout le vrai goût de ce que c'est. Fait que c'est très, très, très populaire dans les grands amateurs de whisky. Tu ne veux pas diluer ton produit, puis du whisky de qualité ou du scotch ou peu importe. T'sais. Fait que voilà, c'est ça. et là, elle a réussi à trouver un modèle d'affaires autour de ça. Là, elle avait de la misère, elle jonglait. J'en mets-tu 4, j'en mets-tu 6, blablabla. Puis là, elle a réussi à trouver son modèle. Et à un moment donné, ben là, un autre échec qu'il y a eu, c'est elle n'aimait plus ce qu'elle faisait. Fait qu'elle elle avait un associé. Puis là, ben là, c'est ça. Fait que là, elle a fait un peu, elle a tranché ça. Elle dit, je vais arrêter, on ne travaille plus ensemble. Puis tout ça. Fait que là, il y avait quelque chose qui était parti de là, mais ça lui a donné une autre vague de choses après ça. Elle a eu ce projet-là pendant 6-7 ans, mais après ça, elle s'est partie d'autres affaires. Elle est devenue consultante. Elle va aider les autres à développer leurs projets. Puis ça l'anime beaucoup. Puis tout ça, donc, des finalités, mais ça n'existe pas vraiment. Ou sinon, c'est des continuités, puis c'est des choses qui nous permettent d'aller ailleurs ou de développer d'autres choses ou d'avoir un autre regard sur l'affaire qu'on faisait. Et ensuite, on a eu Baudouin Ward, qui est le fondateur puis le propriétaire de Publicité Sauvage. Publicité Sauvage, c'est une compagnie qui fait de l'affichage urbain.
Dans les années 80, il est parti en 85. C'était un punk qui savait pas ce qu'il allait faire dans la vie, puis tout ça. Puis tout d'un coup, il y avait de la culture. Il y avait des amis qui avaient des bands, ou du monde, des artistes qui faisaient des choses autour des expositions, puis tout ça. Et pour les aider à faire la promotion de leur truc, bien, il mettait dans son sac des affiches. Il traînait un pot de colle qui cachait un petit peu parce que c'est illégal. C'était illégal. Et là, il se promenait, il faisait le tour, il tournait à travers Montréal, puis partout où il pouvait mettre une affiche, il en mettait une. Fait que, tu sais, le classique, là, tu sais, de voir les affiches sur les poteaux, un peu déchirées, des choses comme ça, sur les banques, sur les murs, sur les panneaux sur les panneaux de construction, puis tout ça. Lui, il a développé son modèle d'affaires autour de ça. Fait qu'il il a vu qu'il y avait de plus en plus de demandes, tout ça, mais c'était toujours illégal. Puis là, il commençait à avoir du monde qui travaillait pour lui, qui n'avait pas trop peur de se faire pogner par la police. Eux autres, ça leur dérangeait pas. Fait que là, il les engageait, il leur donnait un peu d'argent par affiche, des choses comme ça, tu sais. Et là, il y a eu un moment où il y avait les règlements municipaux. Et là, il devait, parce que là, c'était illégal, mais là, lui, il dit, regarde, moi, là, j'ai cette pile-là de commentaires d'entreprises culturelles qui nous backent. Ils trouvent qu'on sert à quelque chose pour la culture à Montréal. Il y avait un historien qui a fait un livre sur les affiches d'art, à quel point ça rajoute une sorte d'âme dans la ville, la culture. Fait que là, lui, il a commencé à penser à ça, à développer ça. Mais là, il met plus ses affiches partout. Là. Il a commencé à construire. Il s'est créé une compagnie de palissades pour les places de construction. Fait que là, il va voir avec les personnes qui ont les terrains et il dit, nous, on construit des palissades pour mettre des affiches de culture. Après ça, il va voir les autres places. Il fait des ententes et là, il y a des exclusivités. Il se promène, blablabla. Fait que là, maintenant, il le fait légalement. Mais il y a tout le temps eu un truc, là, il y a eu un gap là, dans ce qui pouvait se faire et ce qui ne pouvait pas se faire, mais il a développé son modèle d'affaires là-dedans. Puis lui aussi, il dit, à chaque fois que j'ai des échecs ou des défis, mais je ne les prends pas comme une erreur de parcours ou tout ça, c'est plus comme un truc pour trouver une solution, pour remédier à ça. Puis là, la finalité, en fin de compte, c'était de cette entrevue-là. C'était qu'il y avait eu un comptable qui était un vieil ami, et puis il s'est rendu compte que son comptable, avec son ami avocat, bien, ils sont devenus des partenaires de sa business, mais il avait écrit des trucs dans les ententes qui ont fait en sorte que lui était dans la merde et il essayait de reprendre sa compagnie. Et là, lui, il s'est rendu compte, oh, attends, là, c'est pas c'est pas correct, ça. Puis il s'est rendu compte que son ami était en train d'essayer de le frauder. Et là, il est tombé dans des situations en cours, puis tout ça. Ça fait 6 ans qu'il était là-dedans. Il a gagné finalement. Et l'autre a été reconnu, c'est comme fraudeur, mais aussi, c'est qu'il y a un antécédent comme ça aussi. T'sais. Il y a des petites pratiques là, dans ces affaires-là. Fait que là, son conseil, c'était quand tu fais une entente avec un partenaire, même si ton partenaire, c'est un avocat, fais-le lire par un autre avocat. Fais-le lire par quelqu'un d'autre et sois sûr de comprendre dans quoi tu t'embarques parce que peu importe, tu l'as fait, puis il faut que tu assumes que tu as signé ça, même s'il y a des erreurs, puis même s'il y a des affaires que tu n'es pas... tu dis « Ah oui, mais je me suis fait avoir. » Oui, mais assume-le, c'est que tu n'as pas fait les bonnes étapes avant de faire cette affaire-là. C'est 2 belles discussions que vous avez retrouvées en vidéo puis en podcast dès la semaine prochaine. Et là, il est 2h50 et je vais recevoir mes 2 invités. Ah, Anne-Marie, elle est là. Je vais recevoir mes 2 invités pour parler de l'économie circulaire. Et il y a quelqu'un de content ici. Tout le monde est content, super. Fait que juste patienter quelques minutes, je vais aller chercher mon monde, puis après ça, on va continuer ici à parler avec ces gens-là. Merci beaucoup.